Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous nous entendez. Bienvenue dans cette troisième causerie de l'IRMC. Les causeries de l'IRMC sont une série de conversations un peu informelles que nous avons lancées durant le confinement afin de garder le lien entre collègues chercheurs ainsi qu'avec celles et ceux qui suivent l'IRMC. Je m'appelle Jamie Furniss, je suis chercheur à l'IRMC en anthropologie et je pilote un projet de recherche sur l'environnement, les déchets et les économies de recyclage en Tunisie et dans le Maghreb contemporain. Et je suis rejoint, j'ai le grand plaisir d'être avec Anne Guillaumet aujourd'hui, qui est auteure d'une thèse en géographie soutenue fin 2019 à l'Université Avignon sur la place de la nature dans la société tunisienne post-révolution, entre politique de protection et exploitation touristique, dans laquelle elle aborde les représentations, les approches institutionnelles et les pratiques sociales liées à la nature en Tunisie. Et Anne nous rejoint aujourd'hui grâce à Skype et Internet depuis la Colombie, où elle commence incessamment un postdoctorat sur des questions liées à celles dont nous allons parler aujourd'hui, donc les relations homme-nature, les espaces protégés, le tourisme dans un département de géographie en Colombie. Donc merci beaucoup Anne. Et puisque ces causeries sont aussi un peu un espace de coulisses où on discute de la fabrique de la recherche et aussi de la vie de laboratoire de l'IRMC qui continue malgré la situation sanitaire. Je voulais d'abord poser quelques questions plus biographiques sur comment tu es arrivé à l'IRMC, dans quel rôle, et peut-être en même temps tu peux nous dire un mot sur comment tu as choisi ton sujet de thèse et la Tunisie comme pays de terrain de thèse. Alors, bonjour Jamie, bonjour à toutes et à tous. En fait, l'IRMC, j'étais voisine de l'IRMC. L'IRMC, c'est au bout de la rue, tout en bas, et moi j'habitais tout en haut. Donc c'est d'abord en tant que voisine que j'ai découvert de l'IRMC. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler sur mon projet de thèse, je suis allée à la bibliothèque de l'IRMC. Et finalement, au fur et à mesure, ça a été des rencontres avec. Donc, j'y étais, oui, pour préparer ma thèse, donc au titre de doctorant. Donc, en fait, après, ça a été des rencontres avec les autres doctorants, une grosse pratique de la bibliothèque parce que j'ai trouvé vraiment des très bons documents qui m'ont beaucoup aidé pour essayer de cadrer mon sujet de thèse. Et puis, ça a été la participation aussi à l'époque. Donc là, je parle on doit être en 2015 à l'époque, 2014 ou 2015. Euh, il y avait des présentations en fait des travaux des doctorants qui étaient effectués de manière régulière. Donc ça c'était bien aussi parce qu'on se posait plein de questions sur comment construire sa question de recherche, comment organiser sa recherche, même pouvoir échanger sur des contacts, des choses comme ça, parce qu'à l'époque c'était vraiment pas évident. On pourra peut-être justement en reparler de ça. Et puis après, j'ai participé aussi avec Nassima et Quentin à l'organisation des journées doctorales. Donc donc ça c'était en mai 2017, je crois. Et ça a été très formateur et très intéressant de voir en fait, là pour le coup, tous les travaux qui étaient menés par les doctorants qui étaient plus ou moins en lien avec, de manière plus ou moins contractuelle avec l'IRMC. Et puis le contact avec des chercheurs. J'avais échangé avec Enrique Klaus, pas mal, parce que moi j'ai travaillé sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et donc j'avais pas mal de questions à lui poser. Et voilà, j'ai un souvenir aussi d'une présentation d'une chercheure qui était associée à l'IRMC, qui devait puis être sur le tourisme dans,
dans toutes les anciennes colonies, enfin dans les empires. Et ça avait été très intéressant. Donc en fait, voilà, l'IRMC, ça a été beaucoup de choses qui m'ont beaucoup apporté pour ma thèse et pour pas me sentir trop isolée, parce que c'est vrai que Avignon, où ma thèse a été présentée, j'en étais très 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 éloignée. Donc l'IRMC, ça permettait d'avoir un contact justement un peu formel, un peu entre guillemets universitaire pour ma thèse. Et puis où je pouvais voilà, discuter des mêmes questions, des mêmes problématiques entre doctorants. Je ne sais plus quelle était ta deuxième question. Ah si, pourquoi la Tunisie? Oui, et comment le choix de thèse, c'est toujours une question un peu, parfois un peu psychanalytique ou en tout cas fait de beaucoup de hasard et d'aléas. Mais c'est toujours intéressant aussi d'avoir quelques exemples de ça, si tu peux nous en dire un mot. Oui. C'est vrai que la Tunisie, alors c'était pour des raisons familiales et professionnelles, Mm. et, mais finalement c'était la bonne, on dit mektoub au Liban quand quelque chose est écrit, mais c'est vrai que ça a fait sens parce que moi j'avais un background plutôt travaillé dans les parcs naturels en France. J'ai travaillé sur les questions d'identité, de patrimonialisation, et d'être plongée dans la Tunisie après la Révolution, donc en arrivant décembre 2012. Du coup, ça a interrogé plein de choses par rapport à l'état justement des parcs nationaux, et puis la relation homme-nature. Parce que c'est vrai, quand on se promenait dans les rues de Tunis, c'était pour voir des déchets partout. Sur les plages, pareil. Donc l'état des parcs, oui, dans un état de délabrement assez avancé. Donc il y avait plein de questionnements autour de ça. Et puis par rapport, moi, à mon expérience passée. Donc du coup, et puis en rencontrant, du coup, en ayant vécu en Tunisie avant de commencer mon travail de doctorat, ça m'a permis aussi de lire la presse, de rencontrer des Tunisiens. Et en fait, je crois que tout ce travail un peu d'immersion a permis au fur et à mesure oui, d'arriver à poser une question, une problématique, ou du moins une thématique un peu générale sur mais quelle était la place de la nature dans la société tunisienne après la Révolution. Parce que clairement, on pouvait se dire, mais il y a un problème réellement avec la considération de la nature. Quoi. On pouvait se poser cette question-là. Et voilà comment est née un peu la thématique de recherche qui s'est affinée, bien évidemment, au fur et à mesure par tout le travail de terrain, par tout le travail bibliographique, et aussi par les contraintes par rapport aux sources. Parce que pour moi, ça a été... je ne sais pas si tu veux en parler, si tu veux qu'on en parle plus tard ou si tu veux qu'on en parle maintenant. Il y a eu des contraintes qui ont aussi orienté un peu ma recherche, forcément. Oui, pourquoi pas aborder cette question tout de suite. Donc, justement, qu'est-ce que tu pourrais nous dire un peu sur les méthodes que tu as utilisées, les sources auxquelles tu as pu avoir accès ou pas, comment cela a orienté le travail? Et peut-être en même temps aussi, bon, on comprend que l'objet principal de la thèse, c'est cette période post-révolutionnaire, mais dans ta thèse, tu te plonges également dans une historique pré-révolutionnaire et même pré-indépendance. Donc peut-être nous donner un peu une idée de la période que tu couvrais, comment tu as pu avoir accès à cette notion qui est finalement aussi très abstraite. Comment peut-on opérationnaliser dans un programme de recherche la notion de nature? Comment est-ce qu'on peut y accéder? Alors, sur la période, en fait, clairement, moi, je voulais travailler, puisque j'y étais, sur la période post-révolution. Euh,
Mais clairement, pour pouvoir comprendre une situation actuelle, de toute façon, il faut pouvoir se référer à ce qui s'est passé avant, puisque pour voir les contradictions, pour voir les évolutions, pour voir les influences, mais il fallait forcément que je travaille sur du long terme et pour voir justement comment ce terreau culturel vis-à-vis aux images de la nature avait pu, de quoi était constitué ce terreau et les représentations de la nature. Donc il y avait à la fois travaillé sur le post-révolution. Donc là, en fait, j'avais pas beaucoup de matière. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé sur la presse, du coup, pour voir comment après la Révolution on parlait de la nature, en quels termes, quelles images étaient véhiculées. Et puis, comme après la Révolution, il y a eu une explosion de l'utilisation des réseaux sociaux, j'ai aussi beaucoup travaillé sur les réseaux sociaux et notamment en épluchant depuis 2011, donc 2011 jusqu'à 2017, des pages Facebook, soit d'associations, soit de partis politiques, soit d'opérateurs dans le tourisme, justement aussi pour voir l'évolution et l'image de la nature qui était véhiculée après la Révolution. Ça a été très compliqué pour moi de rencontrer des personnes parce que les contacts qu'avait pu avoir l'Université d'Avignon avec la Tunisie, ça datait d'avant la Révolution. Et en fait, il y a eu des changements dans les ministères, des choses comme ça, donc ça a pas mal bougé. Donc en fait, je n'avais pas forcément de contact sur place. Donc en fait, les gens que j'ai rencontrés, il a fallu que je me monte mon réseau, que je le construise. Donc ça a pris un temps fou. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pas forcément laissé une grande place aux interviews parce que finalement j'avais pas le temps et puis j'avais pas la possibilité de rencontrer beaucoup de personnes. Mais bon, j'ai réussi quand même à rencontrer des gens au ministère de l'Environnement, à l'agence de l'environnement, etc. Même l'anecdote, c'était la rencontre quand même avec le moufti de la République, dont je suis très fière. Mais c'était très intéressant. Mais voilà. Et il est vrai que l'accès aux archives, parce que ce qui m'aurait intéressé, c'est de travailler aussi sur les archives du ministère de l'Environnement et du ministère du Tourisme. Alors pour le ministère de l'Environnement, plus précisément de l'ANPE, qui est l'Agence nationale pour la protection de l'environnement, j'aurais aimé travailler sur en fait l'évolution de leur support de vulgarisation environnementale et de voir justement de quelle nature ils parlaient, comment ils en parlaient. Ça aurait été très intéressant. Le problème de l'ANPE et du ministère de l'Environnement, c'est qu'ils ont déménagé beaucoup et que la valeur donnée aux archives, en fait, est proche du néant. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune conservation, aucun archivage qui permet au public ou à des chercheurs de pouvoir y avoir accès facilement. Donc en fait, ça, du coup, c'était une partie que je ne pouvais pas travailler. Et la même chose pour le ministère du Tourisme. En fait, ce que j'aurais aimé, c'est pouvoir travailler sur toute leur campagne depuis l'indépendance, en fait, de travailler sur leur campagne de promotion touristique pour voir aussi quel type de nature était mis en avant, pour quelles pratiques, etc. Donc en fait, ça, il a fallu aussi que je fasse un trait dessus pour les mêmes raisons, parce qu'il n'y a pas d'archives officielles, entre guillemets. Donc à moins de trouver quelqu'un, et puis le turnover dans les ministères, c'était juste une horreur pour pouvoir trouver. Alors déjà, quand on ne connaît pas, quand on n'a pas de contact sur place, et après pour trouver une personne qui soit depuis très longtemps, après la Révolution, c'était quasiment impossible parce qu'il y avait eu vraiment un ménage effectué à la fois au ministère de l'Environnement et à la fois au ministère du Tourisme. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé donc, sur les réseaux sociaux, sur la presse, et puis que la partie coloniale, finalement, a beaucoup un gros volume d'archives.
et on y a accès soit par la BNF, mais l'IRMC aussi a pas mal de voyages. Donc c'est pour ça que le manque finalement a orienté un peu différemment la manière d'aborder la thèse, mais finalement qui était assez intéressant parce que ça permettait d'avoir le avant-après, je dirais. Mm. Oui, sinon je regroupe bien évidemment la période antique, mais ça c'était plus pour la représentation de la nature qu'il pouvait y avoir sur les céramiques et sur les mosaïques, puisque c'est vrai que c'est antique, donc issu de représentations antiques, mais que c'est très présent dans le quotidien des Tunisiens, puisque même après la Révolution, tu as encore toutes les mosaïques décoratives qu'il peut y avoir sur les villas, qu'il peut y avoir dans certaines mosquées, donc c'est encore des représentations de la nature qui sont très présentes. Donc pour moi, c'était indispensable d'aller voir justement à cette époque-là et de remettre dans le contexte de leur création. Avant de revenir plus précisément sur les arguments de la thèse et des éventuelles transitions entre la période coloniale, post-coloniale et post-révolutionnaire, je voulais te poser une question un peu plus conceptuelle sur le choix de la catégorie de nature. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi tu as choisi cette notion-là plutôt que par exemple environnement ou milieu naturel? Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que c'est possible de distinguer ces mots? Y a-t-il des nuances entre eux qui t'ont fait préférer la nature? Est-ce que tu, au bout de la thèse, as pu parvenir à une définition, ne serait-ce que provisoire ou contextualisée à la Tunisie de ce que serait la nature? Alors, en fait, ça a été un grand débat. Quel terme utiliser? Et en fait, ce qui a tout déclenché, c'est il y est dans ma thèse, c'est un panneau tout rouillé au parc national d'Ischgl où c'était marqué la nature en Tunisie. Et en fait, ça dit tout. Enfin, pour moi, ça disait tout. Donc en fait, le titre de la thèse est parti de ça. Donc c'est grâce au parc national d'Ischgl. Mais au-delà de l'anecdote, en fait, euh, environnement, c'est un terme qui est très récent. Et en fait, que ce soit les philosophes de l'environnement ou même de Praz en tant que géographe, ils parlent tous justement du basculement entre l'utilisation du terme nature, enfin du concept nature et du concept environnement. En fait, ça s'opère dès l'instant où la nature entre dans les institutions. À ce moment-là, on ne parle plus de nature, mais on parle d'environnement. Et en fait, moi, je voulais garder nature pour justement garder cette dimension un peu individuelle, le collectif, mais l'homme et pas l'institution. Parce que pour moi, l'environnement, c'était dès l'instant où on commence à mesurer la nature, où on commence à la contrôler, où on commence à la parquer. Enfin, vraiment, quand elle rentre dans l'institution, dans... et moi, je voulais être plus large que ça. Et vraiment, la nature, et pour les Tunisiens, après la Révolution, cette nature, finalement, qu'est-ce que c'est? Donc c'est pourquoi, et j'ai dû batailler hein, auprès de mon directeur de thèse aussi pour ça, pour garder ce terme nature qui pour moi était justement quelque chose de plus du quotidien, enfin quelque chose qui appartient plus à la vie des Tunisiens que le terme environnement qui clairement, voilà, ministère de l'environnement, droit de l'environnement, qui est beaucoup plus institutionnel. Bon, c'est très intéressant. Alors, bon, Du concept de nature, oui. il y a
a justement un philosophe de l'environnement là qui vient de ressortir qui vient de sortir un bouquin qui reprend justement toute l'évolution du concept de nature, parce qu'en fait, c'est Bruno Latour, je crois, qui le dit aussi, que c'est un concept qui ne peut pas être définissable. Voilà. Donc non, je ne te donnerai pas de définition de la nature. Hélas. Hélas. Alors, c'est toujours très difficile de généraliser sur une époque et aussi de résumer une thèse de plusieurs centaines de pages en quelques phrases. Mais est-ce que ce serait possible pour toi d'essayer de nous donner un peu un survol des arguments dans la thèse et s'il y a quelques points forts, par exemple, qui caractérisent la conception ou les pratiques ou les représentations de la nature, par exemple à l'époque coloniale, post-indépendance ou après-révolution. Est-ce qu'il y a des ruptures ou des continuités particulièrement remarquables que tu as pu déceler? Alors, à la période coloniale, mais même finalement à la période antique, et d'ailleurs, il y a à la période coloniale, la politique coloniale en matière d'agriculture a fait beaucoup référence ou comme argument utilisait la période antique, puisque pour faire... la Tunisie est devenue une terre agricole de la France. Et en fait, les arguments qui étaient utilisés pour justifier ça, c'était que on utilisait la référence au grenier de Rome, comme les Romains ont utilisé la Tunisie pour planter des céréales, en faire vraiment des terres agricoles. En fait, la période de la période coloniale a utilisé ces mêmes arguments. Donc on voit que de la période antique à la période coloniale, il y avait cette fascination pour la nature comme vraiment juste une ressource, la corne d'abondance, etc. Mais des choses qu'on voit aussi finalement dans les textes religieux, où c'est la corne d'abondance, que ce soit dans la Bible ou dans le Coran. Donc il y avait justement cette continuité-là. Après, à l'indépendance, ça a été justement aussi le triomphe de l'agriculture, puisqu'il fallait produire. Donc on avait aussi cette dimension de la nature qui était une ressource et qui n'était que agricole finalement. Et c'est pas innocent si c'est d'abord le ministère de l'Agriculture qui a intégré, mais très tardivement quand même, dans ses missions, une partie justement à la fois parcs nationaux, qui étaient souvent associés à la chasse d'ailleurs, qui est toujours associé à la chasse, et la dimension produire, mais la nature dépendait du ministère de l'Agriculture. Et d'ailleurs, jusqu'à encore il n'y a pas si longtemps, souvent l'environnement a été géré par le ministère de l'Agriculture. Donc on voit cette continuité de nature qui était finalement que productrice, que corne d'abondance. Donc finalement des textes religieux il n'y a pas encore très longtemps. Et tout ce qui est parcs nationaux dépend encore du ministère de l'Agriculture. Donc on voit que c'est cette notion de un peu nature, un peu ressource, à la fois ressource alimentaire entre guillemets, et aussi une ressource finalement à protéger des dégradations ou des prédations de l'homme. Donc là, il y a la continuité. Après, dans le post-révolution, quand on voit la Constitution, donc la nouvelle Constitution qui a été rédigée après la Révolution, il y a encore ce petit côté
nature ressource. Alors c'est vrai qu'on est passé d'une vision très anthropocentrée quand même, de la nature au service de l'homme, à une évolution un peu plus écocentrée, où il y aurait justement cette notion de développement durable, donc d'équilibre à trouver entre les ressources, donc la nature, et, et les hommes. Donc, cette relation homme-nature qui serait un peu plus à équilibrer. Oui, dans le peu d'historiographie que je connais de l'époque coloniale sur l'environnement ou la nature, à part ton travail, j'ai parfois remarqué, enfin, une analyse récurrente est de dire que pour l'administration coloniale française, le rapport, euh, comment dire, malsain ou déviant ou incorrect des indigènes à la nature ou à l'environnement était un argument qui justifiait la colonisation, mais dans le sens où l'abondance naturelle et la force productive de la terre était gaspillée en fait par la population locale qui n'arrivait pas à la rentabiliser d'une manière économiquement rationnelle en quelque sorte. Donc j'ai l'impression que ça rejoint un peu ce que tu viens de décrire. Oui, là enfin moi dans ce que j'ai lu, en fait j'ai passé beaucoup de temps à lire les rapports qui étaient envoyés tous les mois au président de la République, là, qui partait justement du Régent. Et en fait, c'était vraiment l'idée de conquérir de nouvelles terres agricoles. Donc c'était vraiment l'idée il y a des terres qui sont vierges, qui ne sont pas travaillées, et donc grâce à toutes les connaissances agronomiques, on va pouvoir produire et donc être après indépendant de pays étrangers à qui on demandait avant des céréales, des choses comme ça. Et on faisait venir aussi des colons pour justement pouvoir s'implanter comme agriculteurs, pour monter des domaines agricoles, pour planter des vignes, etc. Donc il y avait, moi j'ai vraiment, alors après c'est peut-être parce que j'étais du coup un peu focalisée là-dessus, mais j'avais vraiment, je ressentais vraiment dans les publications puis dans la propagande qui était faite à l'époque, parce qu'il y avait un service de propagande justement pour faire venir les colons en Tunisie pour pouvoir s'installer. Euh, cette notion de c'est une terre vierge qui a été flamboyante entre guillemets au moment des Romains. Alors là aussi, en revanche, est-ce que c'était le mythe du grenier de Rome ou est-ce que ça a été la réalité, je ne sais pas, mais d'essayer de refaire de cette terre-là une terre vraiment productive dont la France avait besoin pour être autonome vis-à-vis d'autres pays. C'était un des arguments justifiant la colonisation par la France de la Tunisie, dans les rapports que j'ai lus. C'était vraiment ce sentiment-là. Moi, je suis très affecté, comme beaucoup de gens, pas que étrangers, mais aussi tunisiens, par ce que je considère comme la dégradation actuelle de la nature, ce qu'on pourrait appeler la dégradation de la nature en Tunisie. Et c'est notamment les déchets qui en sont un signe en Tunisie contemporaine, mais parfois je ne peux pas m'empêcher et je ne sais pas du tout où j'essaie d'en venir avec cette remarque totalement spéculative, mais je ne peux pas m'empêcher de voir une certaine continuité dans le sens où le regard qui se pose sur la Tunisie, plus particulièrement dans le domaine de la nature, continue comment dirais-je, à problématiser, voire même stigmatiser le rapport que les Tunisiens ont
à leur nature, évidemment dans des termes différents aujourd'hui qu'à cette époque, mais j'ai l'impression qu'il y a une continuité dans la manière de profondément de considérer qu'il y a un rapport problématique entre la société tunisienne et la nature. Euh, je ne sais pas si tu souhaites t'engouffrer dans cette brèche ou s'il vaut mieux juste passer à autre chose, mais voilà, enfin, je voulais partager avec toi cette observation. Moi, c'était vraiment Mm. pour mieux comprendre que j'ai fait cette thèse. Parce que forcément, quand tu viens de France où tu as 40 poubelles pour faire ton tri, où tu as maintenant des usines super perfectionnées, ou dans les parcs, tu as plein de, de supports de valorisation. Enfin, moi, j'ai été complètement déstabilisée du coup en arrivant en Tunisie parce que ça ne correspondait pas entre guillemets à mes standards. Mais justement, cette thèse m'a permis d'y voir plus clair aussi. S'il y a Je ne crois pas que les Tunisiens ont un problème avec la nature. En fait, le problème a été généré par la manière dont le pouvoir s'est emparé de la nature. Et en fait, je pense que certains Tunisiens, et ça s'est vu du coup dans ces comportements déviants après la Révolution, ont eu des problèmes et ont voulu exprimer leur désaccord avec la manière dont le pouvoir avait institutionnalisé la nature et en avait fait finalement un objet de pouvoir et l'avait instrumentalisé aussi vis-à-vis de la coopération internationale, etc. Donc en fait, c'est pas non, après cette thèse, je dirais que si la question de départ avait été ça, est-ce que les Tunisiens ont un problème avec la nature? Clairement, c'est non. C'est pas avec la nature, c'est pas avec l'objet, c'est avec la manière dont le pouvoir a créé un autre objet politique s'appelant nature. Et donc ça s'est retrouvé avec les parcs urbains, parce que du coup, enfin, les urbanismes disent effectivement que ça ne correspond pas aux besoins, parce que si on prend l'exemple de Narly, ça a été l'écrin pour le rayonnement du pouvoir dictatorial quand il fallait faire les fêtes de la NPE pour promouvoir tout ce qui était fait justement en matière de déchets, en matière d'éducation à l'environnement, avec la Bible qui a été l'emblème du premier ministère de l'Environnement de 93 et qui a après démontré justement beaucoup de corruption, etc. Donc les parcs nationaux, pareil, ils ont été... c'est des objets issus de la coopération internationale, mais finalement, est-ce qu'ils sont réellement adaptés à la fois à la société, au budget, enfin voilà. Donc en fait, il y a eu tellement de contradictions, de représentations différentes dans la manière de à la fois institutionnaliser la nature et à la fois de la politiser, que finalement la révolution n'a fait que exacerber ces contradictions et les Tunisiens ont pu finalement exprimer leur désaccord par rapport à la manière dont le pouvoir s'était emparé ou avait construit cette image de la nature. Et pour les déchets, clairement, ce qui paraissait dans la presse quand moi j'étais en Tunisie, c'était clairement que les centres de traitement n'avaient pas été décidés, il n'y avait pas eu de concertation, ça avait été imposé à la population, une population qui a exprimé clairement qu'elle n'était pas d'accord avec qu'il y ait des centres d'enfouissement qui, on peut supposer, qui avaient été construits dans des conditions où certaines normes, bien évidemment, n'avaient pas été respectées et qui pouvaient être dangereuses pour la population. Donc, je ne pense pas que les Tunisiens aiment
vivre au quotidien avec des déchets devant leur porte ou des choses comme ça. Je pense que c'est la révolution, voilà, a montré ce désaccord avec l'objet nature qui avait été proposé par le gouvernement de Ben Ali. Puisque c'est avec lui finalement que l'environnement est devenu politique et que lui-même s'est approprié cette mission-là. L'environnement, c'était la chasse gardée, du moins au début, au moment de la création du ministère de l'Environnement, donc après Rio en 93, c'était la chasse gardée de Ben Ali. Donc pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas si bien cette période de Ben Ali qui va générer, enfin, dont l'appropriation et la politisation de la nature va rejaillir de la manière que tu viens de décrire après la Révolution. Est-ce que ce serait possible de prendre un moment pour entrer un petit peu plus dans le détail sur des exemples, les exemples que tu as évoqués, par exemple ce parc urbain El Nahli ou cette mascotte de l'environnement, la Bible, pour nous expliquer un peu quel est ce lieu, ce parc, qui est ce personnage de la Bible et qu'est-ce qu'ils illustrent au sujet de la politisation de la nature et finalement aussi à quelle fin est-ce que la nature était politisée? Quel était l'objectif, à ton avis, du régime de Ben Ali en s'appropriant la catégorie de la nature ou en créant des espaces comme le parc El Nahli, les boulevards de l'environnement ou la mascotte, la Bible? Alors, en fait, clairement, l'environnement, donc Ben Ali se l'est accaparé pour des visées certainement à l'international. Parce que c'était l'époque après la conférence, le sommet de la Terre en 92 à Rio. Et en fait, c'est juste après qu'il y a eu plein de choses justement de créer en matière d'environnement en Tunisie. Donc le ministère de l'Environnement en 93, l'ABIB, donc, qui est en fait un fennec anthropomorpho, je ne sais pas quel est le terme, toi, l'anthropologue, que tu donnerais. Anthropomorphisé, peut-être, oui. Alors, il est en différentes positions, différentes tailles. Et à Nahli, on a à peu près toutes les tailles, toutes les positions. C'est à se demander si justement... j'avais discuté justement avec une chercheure à l'IRMC qui disait que même la Bible avait donné lieu... Enfin, il y avait un cimetière des Labib parce qu'en fait, là aussi, il y avait eu un marché qui avait été corrompu. Donc, il y avait eu des milliers de Labib qui avaient été fabriqués et que on ne savait plus où les mettre. Donc, c'est aussi pour ça que Nahli... je n'ai pas fait l'inventaire, mais il y en a des petits, des grands, au-dessus, sur un plongeoir, au-dessus d'un banc, enfin bref. Et donc, Nahli et la politique de création des parcs urbains s'inscrit aussi dans cette stratégie de montrer en fait au monde entier, et il y a des écrits de Ben Ali là-dessus, que la Tunisie était un pays moderne qui allait de l'avant. Et Ben Ali, dans un discours, se propose même de devenir un pays qui peut aider les autres pays d'Afrique et qui peut aussi très bien servir d'exemple et donner l'exemple au niveau mondial en matière de protection de l'environnement et d'écologie. Donc, même si ça n'a peut-être pas été la seule vocation pour faire de l'environnement un argument politique, en tout cas, le rayonnement international
en matière d'environnement pour la Tunisie, pour Ben Ali, était très important. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu des stratégies là pour les parcs urbains. Donc il fallait, je ne sais plus, le ratio entre habitants et parcs urbains, mais il fallait 100 parcs urbains en moins de 10 ans. Enfin, je ne sais plus le défi qui était lancé, mais forcément c'était juste impossible. Alors Narli a été fait rapidement parce que Ben Ali sûrement voulait pouvoir l'inaugurer très très rapidement, donc il n'y a pas eu de concertation. C'est pour ça que les urbanistes disent qu'il ne remplit pas ses missions de parc urbain. On a fait, il y a un écomusée qui a été fait sur le thème de l'abeille, puisque Narli voulant dire abeille, qui maintenant est à l'état de No Man's Land. Enfin, ça n'a pas du tout été poursuivi après. Mais il y a eu une grande inauguration. Et voilà, après c'est devenu le parc où se passaient la plupart des campagnes de promotion de la NPE, où on signait des conventions en matière d'environnement, des choses comme ça. Où la fête de la nature, enfin il y avait, c'était vraiment l'emblème de la réussite, enfin la vitrine de la politique environnementale de Ben Ali. Et en fait, quand on voit Narli après la Révolution, voilà, il y a des Labibs qui ont perdu un bras, il y a donc l'écomusée qui a plus, enfin, il n'est plus du tout utilisé. La bibliothèque, elle est vide. Le personnel erre l'âme en peine, n'a pas de moyens, n'a pas de vision, ne sait pas quoi faire. En 2000, quand j'y suis allée, alors j'ai fait plusieurs visites, mais tu avais des chevaux complètement faméliques dans des écuries parce qu'il n'y avait pas assez de foin pour les nourrir. Alors c'était un parc qui se voulait un peu justement mettre en valeur la nature, mais tu avais des cages avec des volatiles dedans. C'est un peu contradictoire aussi. Et puis c'était l'incarnation aussi de la rivalité entre le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Agriculture, puisque le ministère de l'Agriculture s'occupait des parcs nationaux, et donc le ministère de l'Environnement s'occupait des parcs urbains. Donc il y avait aussi un peu cette bataille rangée entre qui s'occupe de la nature, finalement. Est-ce que c'est le ministère de l'Agriculture qui avait, lui, l'antécédent effectivement de la colonisation, puisque la direction de l'agriculture s'est occupée de faire le premier espace protégé avec la forêt de, j'ai mangé le nom, qui est au-dessus de... bon, ça me reviendra, mais c'était le premier espace protégé, et donc c'était l'agriculture qui s'en était occupée. Donc il y avait cette rivalité aussi, donc il fallait faire des parcs un peu qui s'inspiraient des parcs nationaux, donc en mettant en valeur la nature, et qui aurait été cette fois-ci géré par le ministère de l'Environnement. Mais donc voilà, après la Révolution, toutes ces contradictions ont aussi été amplifiées, quoi. Et même, je pense, et enfin, le ministère de l'Environnement n'a jamais été autonome en Tunisie. Il a toujours été regroupé avec d'autres portefeuilles. Et au départ, si j'ai bien compris ton travail, en fait, le ministère de l'Environnement était même regroupé avec ou sous la tutelle, je ne sais pas si c'était un rapport hiérarchique ou un regroupement avec l'agriculture. Et actuellement, ce sont les affaires locales.
Et peut-être si tu peux dire un petit mot un peu sur l'historique de ce ministère de l'Environnement qui peine un petit peu à s'autonomiser, à trouver sa place et aussi son périmètre de compétences et peut-être aussi en rapport avec l'Agence pour la nationale de protection de l'environnement qui finalement revient peut-être plus souvent, j'ai l'impression, dans ton travail et qui a préexisté le ministère de l'Environnement. Est-ce que c'est possible d'essayer de nous décrire un petit peu plus ce paysage institutionnel? En fait, il y a eu. Alors, donc, le ministère de l'Agriculture, c'est vraiment un ministère fondamental et ancestral au sein de la société tunisienne. Puisqu'il y a toujours, enfin, depuis la période coloniale, il y a eu une direction de l'agriculture. Donc, pendant la période coloniale, tu avais la direction de l'agriculture et qui gérait aussi certains espaces protégés et donc qui a créé le premier espace protégé. Après, avec l'indépendance, donc finalement la filiation s'est opérée, on n'a pas fait table rase et il y a encore eu une direction de l'agriculture et qui a encore géré les parcs, les parcs nationaux ou des espaces protégés. En fait, le ministère de l'Environnement, ça a été aussi un effet de la conférence de Rio, puisqu'il a été créé juste après. La, la NPE, elle, avait été créée avant, à la fin des années 80, avec des missions effectivement très importantes. Et après la création du ministère de l'Environnement, la NPE finalement s'est retrouvée plus sur des missions d'éducation à l'environnement ou de contrôle, donc pour contrôler les pollutions ou les choses comme ça. Elle n'intervient que ponctuellement, et notamment à Ischgl, donc parc national, où elle intervient pour des mesures de surveillance parce que Ischgl a été inscrit sur la liste rouge de l'UNESCO pendant près d'une dizaine d'années et a failli perdre son label. Donc en fait, une des cautions scientifiques pour retrouver ce label, c'était aussi qu'il y ait finalement des spécialistes ou des gens qui puissent effectuer les mesures, et c'est là que la NPE est rentrée entre guillemets dans le fonctionnement du parc national d'Ischgl, ce qui a toujours posé problème en fait, parce que ça a été une lutte fratricide, même si c'est pas politiquement correct de le dire comme ça, et de le diffuser, encore pire, mais entre le ministère de l'Agriculture, qui lui gère les parcs nationaux, et donc la NPE, ou ministère de l'Environnement, qui est à Ischgl pour justement faire des mesures, etc., et assurer l'éducation à l'environnement. Mais ça a jamais fonctionné finalement. Et on a même en Tunisie une police de l'environnement. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de l'aborder dans ta thèse. Ça m'a beaucoup surpris. Je ne sais pas combien de pays au monde disposent d'une police spécialisée dans l'environnement. Est-ce que tu as quelques mots à dire sur la genèse de cette police, de son rôle Oui, ben, en fait, elle a été créée quand j'étais, moi, en Tunisie. Donc, je l'ai abordée, moi, en faisant justement ma revue de presse. En fait, il y avait deux choses que le ministère de l'Environnement a fait à cette époque. C'était la police de l'environnement et l'interdiction des sacs plastiques à usage unique. Et en fait, la police de l'environnement, alors en parlant avec des Tunisiens, apparemment, elle avait déjà existé, peut-être sous un autre nom, mais elle avait déjà existé. Alors je sais pas, moi j'ai pas cherché forcément à savoir à quelle époque ou à vérifier l'information. Et en fait, c'était clairement une réponse, je pense, post-révolution du gouvernement pour dire mais si, vous voyez, on fait quelque chose et on essaye de répondre là tout de suite
a un problème, parce que c'est vrai que pour le quotidien des Tunisiens, leur dégradation du cadre de vie, entre les constructions anarchiques, donc sans autorisation, sans permis, pendant la période Ben Ali, mais qui du coup, après la Révolution, s'est amplifiée, entre le problème des déchets. C'est vrai que le quotidien et le cadre de vie des Tunisiens subissaient de plein fouet d'énormes pollutions, puis les pollutions industrielles, etc. Donc je pense que ça a été aussi des gouvernements post-révolution de dire, regardez, on s'occupe, ça y est, c'est fini les grands discours sur l'environnement, sur l'agenda 21, sur les conférences internationales, sur la COP 21, etc. Votre quotidien, c'est ça. On va avec la police de l'environnement. Parce que Ben Ali, c'est aussi, alors certainement de très mauvais côtés, mais c'est aussi, il y avait des budgets faramineux pour l'éducation à l'environnement. Enfin, c'était une manne financière. D'ailleurs, les gens de la NPE le disent, me l'ont dit. Maintenant, on n'a plus rien, on n'a plus de crédit, on ne peut plus rien faire. Ils ont réussi à faire, ils faisaient des spots télé, il y avait des malles pour aller dans les écoles, pour faire de l'éducation à l'environnement. Donc il y avait des fêtes de sensibilisation, etc. De toute façon, c'était que les enfants du personnel ou pro-Ben Ali qui pouvaient participer. Mais il y avait un déversement, il y a eu un déversement d'argent pour ça, que j'imagine que l'environnement et l'éducation à l'environnement, après la Révolution, ont été non mais ça c'est l'ère Ben Ali, nous maintenant c'est fini, on va passer à autre chose. Et peut-être que du coup euh, l'envers de l'éducation à l'environnement, c'était du coup le répressif avec cette police de l'environnement, essayer de retrouver l'ordre aussi, parce que c'est vrai qu'après la Révolution, il y avait des désordres chroniques et les Tunisiens le ressentaient. Donc peut-être ça a justifié cette police de l'environnement. Et les sacs plastiques, c'est parce que voilà, c'était aussi dans le cadre de vie, il y avait des sacs partout. Donc mener deux opérations qui essayaient de répondre au quotidien des Tunisiens. C'est une hypothèse. Bon, ben, Anne Guillaumet, merci beaucoup. On arrive un peu à la fin du temps qui nous était alloué. Je ne sais pas si tu veux une minute pour conclure ou s'il y a des choses que tu aurais voulu qu'on aborde avant de Oui, se dire au revoir. juste, Oui. juste rapidement, parce que moi, en faisant ces tests, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que la Révolution n'avait pas juste fait émerger ou mis en lumière des comportements, je dirais, déviants par rapport à la nature, avec les dégradations qu'il y a pu y avoir dans les parcs ou sur des centres de traitement des déchets, mais que ça a généré aussi, ou du moins que ça a mis en lumière des pratiques, alors j'ai pas trouvé de terme en français, donc je vais le dire un peu friendly par rapport avec la nature, avec des jeunes souvent diplômés au chômage, qui ont essayé de faire connaître aussi leur territoire, alors dans une logique un peu touristique ou même de loisirs, des gens qui se sont mis à faire de la randonnée pour finalement se réapproprier leur territoire et faire connaître justement ces nouveaux territoires qu'on ne voyait pas, parce que dans la promotion touristique, c'était juste la côte entre Monastir et Zardiz ou Djerba. Et donc cette révolution a permis justement aussi de faire apparaître de nouveaux territoires et de nouvelles pratiques avec un équilibre justement homme-nature beaucoup plus favorable, je dirais, à la nature que pouvait l'être le tourisme prédateur de la période de l'indépendance jusqu'il n'y a pas très longtemps. Bah, si Ben Ali, malgré tout, n'a pas réussi à rendre l'environnement et la nature toxiques politiquement, et les gens sont quand même capables, malgré tout, de militer, de l'apprécier,
Oui, de se le réapproprier en fait. de se réapproprier, on peut s'en réjouir alors. Oui. Bon, bah, merci infiniment, franchement, de cette conversation passionnante. Tout le monde à l'IRMC te salue et inversement, on passera ton bonjour. Je note que Jérôme Heurtaud, qui était aussi chercheur, je crois, à l'époque où tu étais là, nous regarde en live actuellement. Donc, dédicace à Jérôme. Et on te souhaite tout le meilleur avec le postdoc que tu commences bientôt en Colombie. Oui, et je ne manquerai pas de faire des rappels de la Tunisie. Je pense que ce sera intéressant justement. Très bien. مرحبا بيك في أي وقت. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci Au encore. revoir.